bonjour à toutes et à tous. Ce matin, c'est à moi un peu de chercher Christiane m'a donné un boulot et je chercherai de faire de mon mieux. Mais bonjour à toutes et à tous, c'est la fin de cette importante édition, de cette très intéressante initiative. Comme vous voyez, jeux et sports traditionnels en Europe, sentiment de fin et pratique de revitalisation, c'est très important vers la fin de la matinée. Si j'aurais la possibilité, j'aurais même des suggestions personnelles, mais moi je voulais introduire simplement l'initiative de la fin de la Fédération Sport de Terre et en partageant avec vous un système aussi de faire connaître les jeux, c'est-à-dire avec les documents que nous avons préparés. Merci c'est les brochures qu'on met à votre disposition aussi. Et je voulais parler de minutes de la maison des sports. En Val d'Aoste, on a la chance, comme j'ai déjà eu occasion de dire, la présence de la région avec des importantes lois. Mais la maison des sports traditionnels, c'est une maison importante parce que donne la possibilité à tous les joueurs de pratiquer les simples jeux sans faire les revata et mour. Ça, c'est la première chose, c'est très important pour nous, ça, parce que on a la possibilité de travailler avec les jeunes, surtout avec les jeunes, ce patrimoine immense qu'on a. Et avec ça, je conclus pour le moment. Je crois, Christiane, tu me pourras inviter à prendre la parole. À prendre la parole. Aurélie Prom et Dario Nardini, Université Claude Bernard Lyon, Université de Padova, Ludodiversité et globalisation, analyse des trajectoires de la lutte bretonne et du calcio storico florentin. Bonjour à toutes et tous. On a déjà introduit votre discours, si vous voulez commencer votre présentation, vous êtes Oui, on va partager le diaporama, sauf si... Alors, a priori, je n'ai pas les autorisations pour partager le diaporama. Maintenant, vous pouvez. Non, je ne peux toujours pas. Peut-être que tu peux sortir de la réunion et rentrer à nouveau. D'accord, je ne fais pas. Sinon, on avait envoyé le diaporama. Car les impostations sont correctes ici sur la réunion.
Je peux toujours pas. L'option est bloquée, elle m'a pas brisé. Oui, alors on peut essayer à partager le mot. Prova a uscire tu. Ma mi fa strano perché le informazioni sono giuste, adesso No, proviamo. prova a uscire e rientrare. Ma è lei che non ha l'autorizzazione sul No, probabilmente parte dalle tue autorizzazioni. perché? Bisogna che tu dai l'autorizzazione prima che entri lei, così quando entra lei ti faccia autorizzare. Ma nei giorni passati c'era l'autorizzazione. Sì, ma è già impostato così. Essayez maintenant. Impostato già apposta. Toujours pas. Ah, non vediamo. Basta. Aspetta, non si possibile. Je partage moi, vous voyez maintenant. Très bien, merci. Alors, Parfait, on fait merci. comme ça. Tu me dis quand je peux aller avant avec les slides, moi j'envoie la slide suivante. Très bien. Très bien. Bon, bonjour à toutes et tous. Désolée pour ce petit problème logistique. Il aurait été préférable qu'ils puissent se déplacer, mais pour des raisons professionnelles, on n'a pas pu venir. Donc avec Dario Nardini, on va revenir sur les effets que peut avoir la globalisation sur des jeux et sports traditionnels en s'attardant sur deux pratiques, la lutte bretonne et le calcio historico-florentin, que le Gouren que nous avons étudié respectivement, et puis le calcio storico qui est plutôt un travail opéré par Dario Nardini. Vous pouvez passer à la slide s'il vous plaît. Donc la globalisation entraîne une diffusion sans précédent d'idées, de biens, de pratiques influençant les modes de vie et les cultures. Pourtant, c'est la prétention à l'universalité discursive ou en acte que ce processus sous-tend masque finalement les richesses et vitalités des cultures corporelles locales. En effet, à travers le monde, les populations ont pratiqué et pratiquent encore des activités physiques prenant corps dans des jeux. C'est bien pour ça aussi qu'on est réunis aujourd'hui. Historiens et anthropologues ont ainsi montré en quoi ils sont fondamentaux dans toutes les sociétés, liant le rituel, le symbolique, le ludique, le social, etc. Alors, l'une de ces activités confronte alors à la complexité des rapports entre tradition, ou ce qui est saisi ou revendiqué comme tel, vécu sociopolitique et culturel, transition et logique globale ou transrégionale. Vous pouvez passer la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, au-delà des débats conceptuels sur ce mot valise qu'est la globalisation, nous retenons ici que c'est un processus dynamique de transformation du monde en un ensemble systémique avec des règles et processus de plus en plus homogènes, en tout cas perçus comme tels, dans lequel se multiplient, s'intensifient, se diversifient, se fluidifient, interaction et connexion entre différents acteurs, entendus au sens sociologique du terme, donc des organisations et des individus, et aux différentes échelles, le local, le régional, le transrégional, l'international et le continental notamment, jusqu'au global. Donc global et local ne sont pas binaires, la globalisation peut se faire par le haut et par le bas, c'est ce que Robertson a démontré. Elle suppose également l'invention de la localité, tout comme on parlerait d'invention de la tradition au sens des historiens d'Osbom et Ranger, dont Laurent Sébastien Fournier vous a déjà parlé vendredi.
Ce processus est donc loin d'être uniforme et uniformément approprié, puisque la circulation des flux est propice finalement au travail de l'imaginaire, pour reprendre la Padouraille, ou de la communauté imaginée, pour reprendre les travaux d'Anderson. Dès lors, et en s'appuyant sur la définition de Rowe, la notion de localisation est plus adaptée en tout temps et tout espace. Elle désigne le jeu d'articulation entre les différentes échelles, entre le local et le global. Et l'anthropologue français Massien, qui a beaucoup travaillé sur notamment la lutte sénégalaise, pose le fait que la question centrale qui est finalement posée par ce néologisme, c'est de déterminer si et comment la globalisation engendre une homogénéisation ou au contraire une revivification ou une diversification des cultures. Dès lors, si la transmission de jeux comme de leurs normes, de leurs valeurs et de leurs croyances s'entremêle avec des processus de sportivisation, de médiatisation, de festivalisation, de spectacularisation, ou encore de mise en tourisme de marchandisation liée à la contemporanéité, n'est-ce pas? À l'étude, en tout cas, ces processus et les impacts se révèlent pluriels, mosaïques et parfois paradoxaux. Alors, comme l'a montré Laurent Sébastien et son collègue Gilles Ravenot, en fait, ces dynamiques et ces trajectoires ne sont ni linéaires ni définitives et elles n'engendrent pas nécessairement uniformité et homogénéisation. Finalement, la globalisation peut également participer à élargir les horizons existentiels, spatio-temporels et sociaux des populations. Alors, dans cette communication, il s'agit d'examiner les trajectoires du Bourrel et du Calcio. Le Bourrel, c'est lutte bretonne en langue bretonne. Ces pratiques, qui ont été sportivisées à des degrés divers, sont mobilisées et investies comme des modes de revendication, d'invention de soi et du groupe. Il s'agit de réinterprétation, de réinvention de la tradition et de localisation, avec évidemment ce que ces recompositions comportent aussi d'abandon, de conflits, de déchirements, mais aussi d'horizons nouveaux. Merci de passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Et encore du coup la suivante. Merci. Bien entendu, jeux traditionnels, sport traditionnel et sport coexistent dans les sociétés que concernant, en tout cas celles dont on va vous parler, avec ce que cela implique en termes de concurrence, de déséquilibre et de risque. Donc l'un des rouages de la globalisation en ce qui concerne en tout cas le corps et les pratiques physiques, c'est la sportivisation ou sportification, j'ai aussi entendu pendant cet événement sportivation. Cependant, cette notion, si elle est opérante pour retranscrire une certaine logique de l'histoire, de transformation des pratiques, elle n'explique pas, en tout cas pas à elle seule, les processus de reconstruction, construction, ni les échecs ou résistance éventuelle à ce phénomène ou à certains de ses effets. Comme le souligne ma collègue Véronique Rouvier, anthropologue, à propos des cas de médecine, finalement les pratiques traditionnelles sont nullement réductibles à des entités idéalétiques, et ce, dans même l'ère de la globalisation, y compris sportive. Merci de passer à la diapo suivante. Merci. Effectivement, sans nier les phénomènes de disparition, de muséification et de folklorisation, nous nous intéressons ici à des sports traditionnels qui ont perduré et pour lesquels l'agentivité des acteurs apparaît centrale. Et ce qui est fondamental, c'est bien leur singularité, un regard à l'universalisme sportif lui-même discutable. Nous souhaitons également souligner qu'il ne s'agit pas de comparer le bourrin et le calcio, ce qui sera anthropo et historiquement discutable, mais bien de mettre en perspective la trajectoire traversée par des processus liés à la globalisation. Par là, il s'agit aussi de démontrer qu'une même culture monde peut avoir des effets variables et variés, de même qu'il n'y a pas une définition anthropologique intemporelle de ces pratiques traditionnelles. Revenons dans un premier temps sur ce qui singularise ces activités. Vous pouvez passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Le calcio storico è una reconstruzione historique du calcio, le jeux florentins de la Renaissance,
Chaque année, en juin, sur la Piazza Santa Croce, 4 équipes de 27 calcianti représentant les quartiers historiques de la Florence médiévale s'affrontent dans un jeu de balles qui fait écho au rugby où les techniques de lutte et de combat sont autorisées. Les 3 matchs du tournoi, qui sont des demi-finales et une finale, sont introduits par un défilé militaire en costume d'époque dans le centre-ville. Ce qui est commémoré lors du tournoi de Saint-Jean est en effet la célèbre match du siège du 17 février 1530, lorsque la République florentine était assiégée par les troupes de Charles Quint, qui voulaient réintroduire les Medici à la tête de la ville, et que ces milices épuisées et presque vaincues décidaient de jouer quand même le traditionnel match de calcio pour le carnaval dans un endroit visible depuis les collines sur lesquelles les assiégeants étaient déployés. En 1930, alors qu'il avait été oublié pendant près de 10 siècles, les dirigeants fascistes locaux l'ont présenté comme un festival et une reconstruction avec des différents objectifs, c'est-à-dire promouvoir le tourisme, consolider le consensus politique et aussi corroborer la rhétorique du régime sur le processus italien, la fierté, sur la prouesse italienne, la fierté, la tradition et la bravoure virile. Après la Seconde Guerre mondiale, dans un environnement politique bouleversé, le calcio storico a été réintroduit par le conseil municipal en 1947 pour promouvoir à la fois la sociabilité des résidents et le tourisme international dans une ville dévastée par la guerre. À ce stade, l'événement de la match du siège ont également pris une signification différente, incarnant la fierté et l'autodétermination des Florentins face à des pouvoirs autoritaires, c'est-à-dire celui de Charles Quint et de Médicis, et parallèlement celui du fascisme. Vous pouvez passer à la diapo suivante, merci. Au cours des décennies suivantes, le calcio storico a représenté un espace complexe pour l'expression et la définition de la masculinité et des identités florentines imaginées, ainsi qu'un élément opportun patrimoine disponible à différents plans sociaux et politiques. Alors que le centre-ville de Florence a été largement marchandisé par l'industrie touristique au cours des dernières décennies, et que les résidents locaux ont par conséquent progressivement déménagé vers les banlieues périphériques, le calcio storico et son défilé sont devenus un lieu symbolique de reproduction et de réalisation d'une intimité culturelle florentine et de revendication d'une partie de l'histoire de la ville. Non plus un événement pour promouvoir le tourisme, donc, mais pour contraster les effets. Vous pouvez passer à la diapo suivante, merci. Non, remettez en arrière, vous avez une diapo d'Assistive. Ah, ok, merci. Alors, qu'en est-il du gourel? Le gourel, c'est un style de lutte debout pratiqué en Bretagne, donc en France. Les récits situent ses origines à 2 époques qui représentent également des principales références symboliques pour la définition de l'identité bretonne. Les récits celtiques, d'une part, et la tradition paysanne pré-industrielle plus récente, d'autre part. Le gourel a été progressivement sportivisé au cours du siècle dernier, prenant la forme et les caractères d'une pratique compétitive institutionnalisée et normalisée jusqu'à aujourd'hui sous une forme plutôt standardisée. Elle se pratique en plein air sur figure l'été et en salle sur tapis le reste de l'année. Dans ce processus, ces racines ou origines idéalisées ont été régulièrement réaffirmées, redéfinies et renforcées d'un point de vue symbolique, mais aussi pratique. En d'autres termes, à une époque où la culture et l'identité bretonne perdaient les raisons structurelles de leur spécificité, isolement géographique de la région, économie essentiellement agricole, retard considéré en termes économiques et technologiques par rapport à Paris ou d'autres régions françaises, etc., le gourel a contribué à réaffirmer symboliquement celle-ci. Alors les trajectoires d'un tel changement correspondent aux principaux mouvements politiques et socioculturels régionaux en Bretagne au cours du XXe siècle. À partir de la fin du XIXe, en conséquence de l'acculturation du peuple
et des institutions bretonnes menées par l'État français, le Gouren a commencé à perdre sa popularité. En effet, à partir de cette époque, le développement urbain et la transformation de la vie rurale dans cette région modifient la façon dont les gens se rencontrent et vivent leur vie sociale. De plus, la Première Guerre mondiale va marquer aussi une rupture générationnelle décisive pour la transmission de la pratique. Merci de passer à la diapo suivante. Pour toutes ces raisons, à la fin des années 20, le docteur Charles Cotonec, un médecin et barde, membre du mouvement culturel et artistique néo-druidique, voit la renaissance sportive de la Bretagne, en tout cas dans celle-ci, une urgence à la fois sanitaire et culturelle impérative. Donc, dans le but de préserver et de promouvoir cette tradition de lutte, initialement il avait l'ambition de revivifier l'ensemble des Jeux bretons. Cotonec va initier une réforme de la discipline. Alors pour ça, il s'inspire de la Cornish Wrestling Association, de la Gaelic Athletics Association et de la méthode naturelle d'éducation physique de Georges Hébert, dont il lui est un Français. Pour ce faire, avec son équipe, Cotonec établit un ensemble de règles normalisées, invente des rituels et fonde la première fédération qui s'appelle la FALSAM, la Fédération des Amis des luttes et sports athlétiques bretons en 1930. Elle existe toujours aujourd'hui, mais une confédération de jeux. Donc un processus similaire d'innovation structurelle et de traditionnalisation a été mené dans les années 60 et 70 par Patrick Le Guarnic, une autre personnalité réformatrice du Gouren. Cette réforme eut lieu dans le sillage du mouvement culturel et politique pour la revalorisation de la culture bretonne. Comme Patrick Le Guarnic nous en a témoigné, ces changements visaient à ancrer, mettre en valeur le lien du Gouren avec son esprit ancestral, entre guillemets, pour reprendre ces termes, ses racines celtiques et régionales. À travers la lutte, il cherchait, nous a-t-il témoigné et dit, à résister à ce qu'il appelle le génocide culturel que la France a imposé à la Bretagne. Dans le temps qui nous est imparti, on ne va pas revenir sur le détail de l'histoire de cette lutte, notamment à partir des années 80, mais vous pourrez la retrouver dans nos différents travaux ou profiter des échanges après cette présentation. Donc aujourd'hui, Gouren conserve de fortes connotations locales et traditionnelles qui contribuent à redéfinir un sentiment de conscience historique et d'appartenance régionale dans la France, dans l'ère celtique et le monde contemporain. Il représente finalement l'une des caractéristiques attachées à l'idée de culture bretonne, définissant sa spécificité tout en offrant aux praticiens un espace dans lequel cette idée de culture bretonne, distincte et reproduite de manière narrative, mais aussi performative, contribuant par là à l'invention d'une région, pour reprendre les travaux d'historiens à la fin. Merci de passer à la diapo suivante. Alors, en d'autres termes, l'étude du Gouren et du Calcio permet de discuter les dialectiques entre mémoire, tradition, patrimoine, identité et globalisation. Nombre de chercheurs expliquent finalement ce besoin d'identité, notamment comme une réaction pour trouver de la sécurité dans un passé idéalisé, parfois nostalgique, mais aussi pour subjuguer un certain nombre de peurs contemporaines et projectives que sont la globalisation, les frontières, les crises, etc. Cependant, quels que soient les degrés de particularisme ou de singularité, les degrés de sportivisation, les enjeux identitaires, les investissements politiques, si qui réunit ces pratiques, c'est une double caractéristique, ainsi que démontrent déjà nos travaux, ou encore ceux parus dans l'ouvrage dirigé par Jacques et Bernard en 2023, Consolidation et subalternité, ou marche pour reprendre Bertaman. Finalement, l'appartenance, revendiquée comme marqueur identitaire, détermine, entre guillemets, plasticité, porosité et fluidité, finalement, la vie et la vivacité de ces pratiques. Merci de passer à la diapo suivante. Merci. Et des dynamiques de recomposition, de transformation et de résistance pour faire. Donc, nous retenons l'idée d'une négociation permanente du moins régulière. Il y a inventivité, ajustement. Ici, il semble que l'agentivité varie selon que l'on regarde les pratiques physiques ou les rituels et symboles. Dans ce cadre, dimension et investissement politique ainsi que plasticité et porosité, voire fluidité, font du Gouren et du Calcio des exemples significatifs. Comme on l'a dit précédemment, l'épisode du match du siège de Calcio du 17 février 1530 a acquis des valeurs politiques et symboliques bien différentes les unes de l'autre au cours des différentes périodes qui ont caractérisé l'histoire de cette commémoration
1930 à nos jours. À partir des années 1970 et 80, plus qu'un instrument politique de consolidation des consensus, le récit devient une forme de construction narrative et performative de l'identité du caractère florentin, tels qu'ils se définissent parallèlement dans des sens communs et dans des productions artistiques, et surtout dans une filmographie et une littérature qui ont marqué le processus d'imagination de l'identité dans les décennies les plus récentes. Cela correspond à un processus de reconstruction sur le plan symbolique des horizons existentiels locaux face aux menaces perçues d'homogénéisation connexe à la globalisation. À partir des années 1990 et surtout 2000, le calcio a également été modifié de manière significative. En effet, le niveau athlétique des calcianti a augmenté en fonction de la diffusion convergente des sports de contact et de combat, et surtout en particulier les arts martiaux mixtes et les jiu-jitsu brésiliens, dans la ville et en Europe en général. La municipalité a donc introduit quelques règles pour préserver la sécurité des athlètes en essayant de sportiviser le calcio. Pendant l'absence de règles et la dureté du jeu font du calcio une tradition de la Renaissance, entre guillemets, spécifiquement florentin. En outre, l'absence de règles et la rudesse extrême et apparemment anachronique du calcio ont attiré l'attention des médias nationaux et internationaux, du Guardian au New York Times, de Mickey Mouse à Netflix. Et cela a accru la célébrité des calcianti dans la ville et promu la visibilité du calcio ailleurs, attirant des combattants de MMA et désireux de se confronter à une arène aussi déportivisée. Et la municipalité et les différents acteurs concernés, les calcianti et leurs 4 équipes et associations, les membres du défilé des costumes de Renaissance, et toutes les autres associations impliquées dans l'organisation tentent donc d'équilibrer ces différentes tensions, parfois très conflictuelles, entre sportivisation et traditionnalisation, entre médiatisation et préservation, entre mise en tourisme et réappropriation. Au-delà des instrumentalisations politiques auxquelles il a été soumis à plusieurs reprises, le calcio storico continue d'exercer une fascination particulière sur certaines franges de la population florentine, principalement les classes ouvrières, mais avec la diffusion des MMA, également les combattants professionnels et en tout cas des hommes. Cela en fait l'un des domaines privilégiés dans lesquels imaginer les traits d'une identité florentine que l'on pense enracinée dans les temples qui, ici même, est mise en scène de manière paroxystique et reproduite sous forme de performances athlétiques et évocatrices. Mais revenons maintenant à Buran. Merci de passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, cette lutte traditionnelle, dont je vous l'ai dit, appelée Buran en langue bretonne, est aujourd'hui différente dans ses significations socio-culturelles des formes attestées dès le Moyen-Âge, où à l'époque elle est un art de combat chevaleresque, ou plus tard un jeu populaire et rural transmis jusqu'au XXe siècle lors de travaux agricoles, de fêtes locales ou religieuses, ou pratiquées dans les plus simples instants du quotidien. Donc en effet, rituels, symboles, tenues, prix, organisation, je ne reviendrai pas sur tout ça, se sont transformés et participent à la construction du Buran en un laboratoire de tradition, pour reprendre l'expression de l'historien français Nora. Alors c'est surtout, on l'a vu, à partir de l'entre-deux-guerres, au regard des contextes locaux, nationaux et internationaux, qui se posait matériellement, politiquement et idéologiquement la question de la survie de l'activité, et s'est accompli ce qu'on peut appeler l'arrangement sport-tradition. Nous l'avons déjà évoqué. Surtout, les frontières et conceptions se sont recomposées entre les partisans du retour à certaines des sources historiques ou aux sources historiques et ceux d'une institutionnalisation plus ouverte aux normes sportives. Merci de mettre la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, les acteurs vont s'engager, non sans débats, tensions ou conflits, dans l'invention d'une tradition inscrite dans les transformations des configurations socio-culturelles et économiques en Bretagne. Donc on l'a dit, particulièrement
dans 2 périodes, mais pas seulement, mais c'est sur celle-là que j'avais choisi de zoomer pour cette communication. Si rites et symboles français, modèle d'invention ou tradition, participent à une forme de nationalisation des masses, en particulier dans le 1er XXe siècle, par les pratiques chimiques et sportives, entre autres, cette domestication n'aboutit pas uniformément à un univers symbolique partagé et univoque. En effet, les rituels et symboles de la lutte bretonne contribuent à une forme d'entrelac entre culture bretonne, celte et française, qu'elle soit avérée, idéalisée ou inventée, et aussi ancrée dans l'internationalisation et la globalisation, y compris des combats politico-culturels transrégionaux. Alors, dans l'entre-deux-guerres, l'institutionnalisation du Gourel s'inspire, on l'a dit, du modèle de la Gaelic Athletic Association, notamment pour les formes de festivité et de sociabilité associées, celui de la Cornish Wrestling Association, qui est finalement la pratique celtique la plus proche en termes de technique corporelle de la lutte bretonne, cette fois pour les aspects plus pratiques, réglementaires et techniques, ainsi que de la méthode naturelle de Georges Hébert quant à sa conception de l'éducation et de la formation, notamment dans le rapport à soi, à son environnement, y compris naturel. Se fabrique alors ici une lutte armoricaine. La Bretagne, c'est aussi l'armorique en France, au contour sportivisé qui redéfinit dans le même temps la fraternité celtique. Merci de passer à la diapo suivante. Pour autant, nous observons les rites, les rituels et symboles ascendantes, en particulier le drapeau fédéral que vous avez ici à l'image, ou le serment que vous aviez dans la diapo précédente, la valorisation de ce qui est appelé la petite patrie dans le premier règlement de 1930, c'est-à-dire la Bretagne, dans le Gourel, n'oublie pas l'attache à la France. Hermine aux couleurs nationales sur le drapeau, hymne breton et français joué et chanté avant les tournois, lors de la prestation de serment, dans lequel le terme pays fait débat en termes d'identification. Dans les années 1960-70, la pratique se renouvelle également de manière remarquable, comme si c'était indispensable de résister cette fois à la massification sportive et à la concurrence d'autres pratiques de combat comme le judo, issu de la globalisation. Cela en même temps se transforme aussi les sociabilités et le modèle économique en Bretagne de manière significative et que se développent aussi les revivalismes, notamment transrégionaux. Merci de passer à la diapo suivante. Donc la bretonité, pour reprendre le terme de sociologue breton Pierre-Jean Simon, du Gourel s'ancre alors dans des racines considérées comme plus traditionnelles, puisque plus anciennes, via la symbolique celtique, comme par exemple pour justifier la mise en œuvre de grades techniques. Également dans la bretonisation du langage, dans les années 60-70, on rebretonise le langage de la pratique, ou encore en inventant les tournois dits à l'ancienne, tout en composant, c'est-à-dire les tournois sous la formule de défi, tout en composant avec le développement du modèle sportif, intégration à la Fédération française de lutte, création d'un championnat de France de Gourel qui n'existe plus aujourd'hui, aménagement standardisé des espaces de combat, diplôme de formateur, scolarisation. Finalement, c'était une stratégie de Le Guarnic d'intégrer cette fédération pour obtenir l'accès à certaines populations, notamment scolaires. Donc cette transformation, avant de conclure, met en relief, vous pouvez passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Cette transformation met en relief la manière dont les acteurs transmettent non seulement leurs techniques corporelles, mais aussi un ensemble de rites et rituels, de représentation et de valeurs qui inscrivent ces rites dans le territoire armoricain. Merci de passer à la diapo suivante et Dario va pouvoir conclure. Merci. Oui, les trajectoires de ces pratiques montrent donc que densité ainsi que porosité, voire certaines occasions fluidité, et entrelac de caractérisations pratiques où une communauté imaginaire et mémorielle se vit, se construit et ses ressources produisant du commun. Les marges qui constituent ce jet, au sens premier comme symbolique du terme, sont tenues alors que densité, rythme et vitesse de la globalisation s'amplifient et ou sont perçues comme telles. La réappropriation d'une culture monde semble donc conditionnée à une conscientisation aussi militante que collective. L'agentivité des acteurs apparaît alors déterminante. Si ces pratiques sont traversées et transformées par des logiques globales, pour autant, elles ont leur centre de gravité au sein d'elles-mêmes. La vitalité des sociétés
ils réinterprètent leur héritage par le biais de leur jeu traditionnel, s'opérationnalisent dans des groupes constitués permettant la transmission du passé vers l'être humain. Par là, elle laisse aussi ouverte la manière de penser l'avenir sous l'emprise du présent, comme l'a dit Scavardo. Et ces jeux sont finalement ce que les font, se représentent, se racontent à eux-mêmes et d'eux-mêmes, ainsi que ce qu'ils donnent à voir aux autres. Pour l'expression très connue de Clifford Geertz, a story they tell themselves about themselves. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, merci pour votre intervention. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne crois pas. Il y a quelques questions dans le public. Valentina? Oui, merci. Merci, je passe la parole à Valentina. Très bien. Merci beaucoup, c'était très intéressant, très riche, plein de questions en fait, mais en fait j'ai une question par rapport à cet usage de l'histoire. Alors c'est une question un peu pour les deux, peut-être pour Dario en particulier, mais sur Florence parce que je suis florentine, mais aussi pour Aurélie quelque part. C'est-à-dire dans la construction de cette intimité culturelle que vous avez évoquée. Ah, pardon, oui. Alors, je suis un peu malade, donc je suis un peu étonnée. On est tous les deux malades. Je voulais savoir un petit peu, en fait, mieux comprendre, à votre avis, cet usage de l'histoire, parce qu'on a le tourisme qui est aussi quelque part un mécanisme à fabriquer de l'histoire, et puis il y a cette résistance que vous avez très bien décrit, avec toutes les tensions liées à la globalisation. Je voudrais un petit peu voir si vous pouviez nous amener une réflexion sur cette question de l'usage de l'histoire, cette profondeur historique auquel les joueurs et les mouvements, en fait, parce que c'est aussi des mouvements, se réfèrent. Et des fois, on a un refus de l'histoire, de la mise en histoire en tant que passé, parce qu'on revendique une créativité, mais par moments on se dit que cette profondeur historique, c'est aussi très important dans la construction de l'intimité culturelle. Donc voilà, juste une réflexion sur ce point-là. Merci. Dario, tu veux commencer? Oui, merci beaucoup. Je vais commencer pour l'exemple du calcio storico de Florence, par exemple, qui c'est très contradictoire les interprétations du tourisme dans le calcio, parce que comme on l'a dit, le calcio est lancé dans une première fois en 1930 et 1947 aussi, comme un jeu pour développer le tourisme à Florence aussi. Mais après, surtout après les années 80, il devient quelque chose de florentin pour les Florentins. Et donc, pour le tourisme aussi, d'une façon politique, n'est pas trop bienvenu. Et donc, il y a cette relation compliquée et il y a une relation particulière avec l'histoire. Donc, la relation avec l'histoire, comme vous l'avez justement dit, c'est aussi compliqué, contradictoire, parce qu'il y a une forte relation avec l'histoire qui dépend de notre, surtout dans notre temple, qui est un temple qui s'est concentré beaucoup sur les concepts de cultural heritage, d'héritage culturel,
et qui fait référence à un passé qui conditionne strictement le présent. Donc, ce qu'on est aujourd'hui dépend strictement de ce qu'on a été dans le passé. Et donc, l'exemple du match du siège, c'est un exemple qui montre pour les protagonistes que les Florentins ont toujours été ce qu'ils sont aussi aujourd'hui. Et donc, la réévocation, la reconstruction de l'histoire par les cortèges, c'est une démonstration de ce que les Florentins étaient dans les 1500, et alors que la performance athlétique de Calcanti, c'est une démonstration que rien n'a changé, et donc qu'ils sont toujours ça, qu'ils sont toujours conditionnés par la gloire du passé. Et la chose intéressante, c'est que dans cette relation ambivalente, ambiguë avec le tourisme, les prérogatives sont les mêmes parce que, parce que sont les processus de construction de l'héritage, de culture de l'héritage, alors que les conclusions sont différentes. Donc, c'est que symboliquement les protagonistes de la manifestation contestent sont pas les certitudes sur lesquelles le tourisme fait référence aussi, mais sont des conclusions. Donc, les usages qui étaient faits de culture de l'héritage par l'industrie touristique et par l'administration locale de Florence aussi. Donc, il y a une relation qui est très complexe et très articulée dans cette dimension ici. Je m'excuse, vous allez encore une seule minute parce qu'après il faut interrompre. Ah, désolé. Merci. Je suis pas sûre d'avoir une petite minute, mais une autre question ou je peux illustrer aussi sur le cas de la Ligue bretonne. On est désolé, mais je crois qu'on va interrompre le collègue. D'accord. Merci du tout. Bon travail. Merci à vous. Merci encore à l'organisation. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous tous. Bonne journée à vous. Merci. Merci. Alors, il y a un petit change de programme parce que malheureusement, Anna-Maria Piolette de l'Université de la Vallée d'Aoste, elle a un problème de santé, elle remercie et elle s'excuse. Alors je dis, moi, deux paroles sur ce qui concerne, comme j'avais dit, la fête, le discours de la fête, avec des numéros. Effectivement, dans notre petite vallée, qui participe à ces jeux, on est presque plus de 2500, on a plus que de 2500 présences, avec un pourcentage important des juniors, de 20%, et des filles de 10%. Et pour nous, ça c'est très important parce que c'est vraiment le futur. À propos de ça, je me permets de signaler l'initiative de la fête, c'est qu'on essaie de travailler dans les écoles. C'est pour ça qu'on est à la 25e édition des Jeux dans les écoles, dans la période de l'école. L'année passée, le 2024, on a eu la présence de presque 1500 garçons des écoles primaires, c'est-à-dire de très jeunes, avec la participation de plus de 100 écoles et surtout la présence, la participation de 55 communes mairies. Et naturellement, ça c'est à travers l'organisation de la fédération que j'ai l'honneur de représenter en ce moment. On a toutes
des personnages, des instructeurs, des instructrices qui travaillent dans la période du mois de mars jusqu'à la période du mois de juin. Et ça, c'est très très important, c'est une de nos abus, c'est ça de réussir à transmettre cet important patrimoine culturel, linguistique et aussi historique. C'est pour ça que là, je suis un peu convaincu et je voulais laisser vers la fin de la matinée peut-être quelques propos intéressants. Mais le plus intéressant, selon mon point de vue, c'est citer Pierino Dodri. Vous le connaissez, je crois. En Val d'Aoste, il est très très connu. Je peux l'identifier comme le père fondateur de la fête, mais je crois que mon ami Fabrice est d'accord, c'est pas seulement de la fête, mais c'est de la FIGEST. Il était le premier président de la FIGEST, il a été président pour des années dans le sport du sang, il était joueur de sang de palais, il continue, mais il a fait une grande partie de sa vie, il a travaillé même comme journaliste dans les sports de notre terre. C'est pour ça que je veux parler de lui, et parce que je me suis signé, il avait dans ses interventions, il soulignait il faut regarder le passé pour comprendre le présent et imaginer le futur. Je crois que ça, il faut prendre cette suggestion parce que, évidemment, c'est vraiment ça le but même de cette importante conférence. Pour le moment, moi je termine et je me prends la responsabilité. Cette nuit, ce matin, très tôt, j'ai appelé mon ami, il est là, et je parle du syndic de Liliane, Daniele De Giorgis. Il est le représentant, peut-être le président du jeu de la Roite à Liliane. Et avec lui, j'espère vous être... moi, je suis très ravi de l'avoir avec moi, parce que c'est une autre témoignage importante d'un jeu très renommé dans la petite patrie de Liliane, mais pas seulement, parce que c'est un des jeux qui rentre couramment dans le Tocati, et plus tard on aura la possibilité de parler du Tocati avec Valentina. Je demande à Daniel de me rejoindre pour son... Merci Daniel. Bonjour à tout le monde. Je suis obligé à utiliser le micro parce que vous enregistrez ou je peux parler sans micro? Comme tu veux, si tu parles fort, on peut. Alors peut-être que c'est... Bon, on va essayer. Bon, merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir d'être là. Nous, on fait ce petit jeu à Liliane, c'est un petit pays du Val d'Aoste. Juste quand on rentre en Val d'Aoste pour aller vers la vallée du Lys, pour monter sur le Mont Rose. Et ça, c'est notre boule qu'on utilise pour faire le jeu. Alors ça, c'est une boule banale en bois, mais c'est comment on va l'utiliser que c'est très intéressant. C'est un jeu... Alors, c'est un jeu que c'est facile à expliquer, mais c'est encore mieux de voir. On a un petit... Je demande pardon, mais c'est en italien. C'est un service que la RAIS avait fait sur le jeu, mais dès ce service, on peut bien comprendre et je pourrais mieux expliquer notre histoire et notre petit jeu. Alors, je te remercie. Distanza 3 punti. Chi fait manger 2 punti. Di fisso c'è il patois, la presenza di un arbitro e un boccino, il cochonnet da inseguire. La traiettoria però e i modi più disparati di tirare variano da sfida a sfida. Santo Stefano a Liliane, come ogni anno, è il giorno della ruota, il gioco tradizionale da poco entrato nel registro delle buone pratiche di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Che cosa segni qua? Segno le penalità che i concorrenti nel gioco fanno.
perché poi alla fine della serata, quando è finito il gioco, in base alle penalità vengono divisi per il prezzo della cena e chi ha più penalità pagherà molto di più. Oltre al tentativo di schivare penalità fino a vincere il trofeo ufficiale, di base c'è la voglia di ritrovarsi. In qualsiasi condizione di tempo si gioca, quindi è un appuntamento tutti gli anni. Anche il sindaco ovviamente partecipa alla ruota. Sì, certamente. Tra l'altro il sindaco è una carica pro tempore, la ruota si gioca sempre, quindi mai mancare se non in casi proprio estremi. Sempre attraversa tante generazioni. Questa è una caratteristica bellissima di questo gioco che riunisce tutte le fasce d'età, uomini e donne, giovani uomini e giovani donne, gente originaria del paese che torna apposta. È il caso di questa cittadina di Liliane che nel resto dell'anno abita in Colombia. Una tradizione che è divertente, quindi quando si torna, anche se magari un momentino, non tutto il pomeriggio, uno passa e li vede giocare. Magari in futuro mi animerò anche a giocare, però sì, dalla Colombia a Liliane è un passo, no? E come per ogni tradizione che dura e si evolve nel tempo, c'è chi è più severo verso le nuove generazioni. Noi avevamo solo sul corpo, via, ti devi tirare sulle scarpe, devi andare sulle sedie, sulle piante devi saltare, devi dare... Adesso non c'hanno più la forza. Ok, mais alors on a vu un petit extrait de ce jeu. On le fait le 26 de décembre, le jour après Noël. Alors on ne fait que un jour par an. Alors ça c'est très particulier. Et c'est un jeu. Il n'y a rien à voir avec le sport. Et, bon, Dario disait qu'il fallait avoir de la force. Parce qu'une fois c'était comme ça, une fois c'était un jeu de force. Un jeu qui faisait seulement les chefs de famille, seulement les hommes, et c'était une façon pour parler des problèmes du pays, pour prendre des décisions pour le pays, et ça, on peut dire que c'est une époque, ça a eu cette importance, ce jeu, mais c'est un jeu qui s'est transformé beaucoup, c'est un jeu qui est devenu inclusif. Ça fait plus ou moins, on a vu la première femme qui a joué à la ruota, ça fait plus ou moins 40 ans. Alors, il y a 40 ans aussi les femmes commencent à jouer à la ruota et c'est complètement transformé. C'est plus un jeu de force, mais c'est un jeu d'habilité, c'est un jeu pour rire, c'est un jeu où on se fait des petites choses pour faire tromper les autres. Alors c'est un jeu vraiment pour être ensemble, pour rester ensemble ce jour très particulier. On a beaucoup de jeunes, on n'aime pas trop à jouer, vous avez vu, normalement le nombre parfait, on dit comme ça, 25-26 personnes, pas plus parce que ça devient très difficile, très long le jeu, on le fait dans un jour et c'est très court, il n'y a pas beaucoup de lumière, on commence l'après-midi et on va jusqu'à quand on ne voit plus. Le terrain de jeu c'est le pays, il n'y a pas un terrain dédié. Et on tourne le pays avec nos boules de bois et on fait ce jeu. C'est particulier parce que c'est un jeu démocratique dans le fait qu'on va inventer les jeux un après l'autre, mais c'est la personne qui va perdre le jeu, qui va commencer le jeu après. Alors on lui donne la possibilité de faire un jeu où il peut être fort, de récupérer sur les autres, mais ça n'arrive presque jamais comme ça. C'est presque une règle physique, qui invente le jeu va perdre le jeu. C'est vraiment mathématique ça. Et Dario disait qu'il n'y a plus la force, mais c'est vrai que j'ai des images, en réalité, on va se prendre encore des arbres pour faire ce jeu. C'est vraiment un peu dangereux, c'est vrai, mais on se met pour chercher de prendre et donner une main si ça arrive quelque chose. Il y a bien sûr des prix. La personne qui gagne, il a le prix ruota, mais on va donner un prix aussi au dernier. Ça aussi, c'est pas tout à fait une chose très, comment on peut dire, diffusée entre les jeux. On va donner un prix au dernier, c'est la ramassa, le prix ramassa, et aussi un prix Q. Le prix Q, c'est le prix à qui
va s'oublier. On a 3 règles dans ce jeu, pas plus. Qui va s'oublier une de ces 3 règles, il va prendre le prix, que c'est le prix Q. Par exemple, ça c'est un jeu où on doit se mettre avec la boule sur le bois, faire 4 tours sans jamais s'arrêter. Au 4e tour, on doit lancer la boule, on doit arriver tout près du cochon. Le cochon, c'est notre petite boule, que c'est la première boule qu'on lance. Alors ça fait très rire, par exemple, parce qu'il y a des gens qui ne restent pas en pied. Alors ils vont tirer n'importe quoi, ils vont tomber par terre. Alors c'est un jeu, bien sûr, il ne faut pas avoir de la force, non? Mais c'est rigolo. C'est moi 2 ou 3 fois parce que ce sont des photos qui sont faites à moi. J'avais que ça ce matin, alors bon, c'est pas. Je demande pardon de ça, mais tout le monde fait le même. Tandis que là, on devait lancer la boule dans ce trou, mais la boule, ça devait rester dans le trou. Sinon, on va payer des pénalités. Bon, 3 boules sont restées dans le trou, pas plus. On était 27, plus ou moins. Et qui a perdu ce jeu-là, comme qui a perdu l'autre jeu, il a inventé le jeu après. Donc, ça, c'est aussi très simple. Il fallait lancer la boule, passer dans le tuyau et arriver tout près du cochon. Je vais voir 3-4 images comme ça. Ok. Parfait. Alors, vous voyez là, on est pendu sur une arbre, on va lancer et c'est un peu dangereux, mais bon. Alors, on n'a pas plus de temps. Je vous remercie de ça. Je remercie aussi Valentina parce que aussi avec son travail, on a été dans les 27, 28 jeux italiens avec l'UNESCO, mais ça sera plus aussi celle. Merci Guido pour la journée d'aujourd'hui. Si vous passez à Liliane le 26 l'après-midi, vous êtes tous les bienvenus. Vous pourrez jouer parce qu'on fait jouer qui arrive à jouer une joue. On est inclusif. Merci. Merci. Merci à Daniel. Merci à Daniel et je crois que peut-être vers la fin de la matinée, il y aura encore le temps peut-être pour un petit passage sur ce jeu. Avant de la pause café, moi je voulais souligner le mot que j'avais apprécié avant quand je parlais de Pierino Dodri. Le passé, le présent, le futur. Là, je parle 2 minutes sur le jeu du palais parce que c'est le passé, c'était ça. C'est là où moi, en premier, j'ai appris le jeu de palais à 14 ans. C'est mon père qui m'a appris le jeu. On jouait avec ses palais. On l'appelle le palais. Ça, c'est le jeu qu'on pratique maintenant. Et dans les compétitions, on utilise ce palais, en Valle d'Aoste surtout. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est le futur. C'est ça. Le futur, il s'appelle la piocca. Le futur, c'est de jouer en cette façon avec ce palais, ce type de palais. Non, le futur, c'est de fédéraliser à niveau international le jeu du palais. Alors, on est parti avec la détermination du président Roberto Guglielmo, qui s'excuse, il ne peut pas être aujourd'hui présent. C'est moi que je cherche de dire 2 mots sur ça, parce que, en manière très prégnante, très importante, on a envie vraiment de fédéraliser le jeu du palais à niveau international. Quand je dis international, c'est l'Italie sûrement, la Croatie, l'Espagne et surtout même la France. Alors c'est pour ça que, comme je disais avant, on a du travail à faire, on a du boulot à faire, mais c'est vraiment ça. Comme je dis, ce type il s'appelle piocca. On joue dans les pays balkans, c'est-à-dire la Croatie, la Slovénie, à Monténégro. J'ai participé à des compétitions moi aussi, c'est très très intéressant. Et avec ça, on établit, comme je dis, la proposition, c'est de faire un règlement pour des compétitions internationales. On garde la racine de chaque jeu, naturellement, mais dans cette occasion, on cherche de transmettre la moyenne du jeu au palais, mais en même temps, on parle d'un important patrimoine et je souligne surtout du point de vue culturel et historique.
maintenant, je crois qu'il y a une petite pause, Christiane, de 5 minutes, de 10 minutes. Alors, 5 minutes parce que tu voulais présenter. Alors, je passe la parole à Fabrizio Viera. Oui, bonjour à tous. Nous avons ici à l'occasion des représentants d'une société qui s'occupe de projets européens sur les jeux professionnels. Ils sont là pour interviewer les gens qui jouent au fiole, à l'arbato, au sang, etc. Et aujourd'hui, ils nous présentent vraiment leur tâche. Monsieur Mattia Bianco, a toi la parola, Mattia. Buongiorno a tutti, io vi chiedo scusa, non parlerò in francese perché non parlo in francese, grazie per l'opportunità. Sarò brevissimo, 5 minuti. Proietto soltanto questa slide dove si vede il nome del progetto e il QR code per se inquadrate potete accedere al sito web. Allora, il progetto si chiama Remind, è un progetto europeo finanziato da Erasmus+, a cui partecipano 7 partner da 6 paesi europei che sono la Francia, l'Italia, la Polonia, la Turchia e il Belgio, non li ho contati, spero di essere arrivato a 6, di cui fanno parte AEGEST e IRSIE, di cui qui abbiamo il presidente, il professor Kazimierz Baluk, di cui spero di aver pronunciato Dunque il progetto, molto brevemente, ha come scopo valorizzare dal punto di vista economico e sociale gli sport e i giochi tradizionali, o meglio valorizzare gli aspetti economici e sociali degli sport e dei giochi tradizionali. Sono degli aspetti che già hanno in sé, ma che secondo noi possono essere valorizzati per avere un ruolo più incisivo appunto dal punto di vista economico e sociale. Il progetto è partito con una ricerca nazionale che in tutti questi 6 paesi, che poi è sfociata in una ricerca europea che mette insieme tutte le ricerche nazionali, che da lunedì sarà disponibile sul sito inquadrando il QR code. Appunto è terminata da poco e quindi sarà disponibile da lunedì. Il progetto intanto prosegue con lo sviluppo di un percorso di formazione per i membri delle associazioni sportive, un percorso di formazione che ha lo scopo di formare su quale può essere uno dei percorsi, il percorso secondo noi consigliato per valorizzare dal punto di vista economico e sociale questi sport, gli sport e i giochi tradizionali. Contemporaneamente in questo momento, ed è uno dei motivi per cui ho conosciuto le realtà valdostane e per cui sono finito qua oggi, sto conducendo delle interviste alle organizzazioni sportive che già fanno, che praticano questi sport e che secondo noi sono quelli che vengono chiamate le best practice, no? Dei casi di successo di sport tradizionali che hanno un grande seguito, non soltanto di giocatori ma anche di pubblico, e che hanno un certo movimento economico che insomma ovviamente siamo anni luce lontani dagli sport, non dico neanche il calcio, insomma sport mainstream, ma comunque hanno un discreto movimento economico, generano un discreto movimento economico. Questo è, poi il percorso di formazione sfocerà in una formazione vera e propria e insomma il progetto non è ancora terminato, io vi invito da lunedì, intanto sarà pronta questa ricerca e poi tutti i risultati del progetto a mano, comprese le interviste e il percorso di formazione, saranno tutte presenti gratuitamente sul sito inquadrato il QR code che vi ho lasciato. Grazie per questo spazio, vi ho promesso di essere brevissimo e insomma non ho tolto tempo alle conferenze. Grazie, ci sono delle domande? Noi ringraziamo per l'intervento et comme j'avais dit avant, je crois, Christiane, un quart d'heure de pause café. Merci à tous.